93.3 FM. Il est 18h. Vous écoutez Radio Campus. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Tout d'abord, une excellente année 2022, en espérant que justice soit faite en 2022. Que justice soit faite, puisque ce soir, une émission assez spéciale, où je suis accompagnée donc de ma collègue Johanna. Bonsoir. Voilà, bonne année Johanna. Bonne année à toi Beryl, bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et donc ce soir, une émission assez spéciale puisque ça sera une émission spéciale sur le meurtre de Wissam qui a eu lieu il y a 10 ans à Clermont-Ferrand, meurtre commis par des policiers. Justement, par rapport à cela, Farid El Yamni, qui est membre du collectif Justice Vérité pour Wissam, a accepté de bien vouloir répondre à toutes nos questions. Voilà, on écoute ça tout de suite. Excellent. Sur Radio Campus 93.3. Allô ? Oui, bonjour, je suis Beryl de Radio Campus 93.3. J'appelle dans le cadre de l'émission Bouge ton genre. Comment allez-vous ? Ça va. Alors, et vous ? Eh bien, ça va très bien, je vous remercie. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, mais comment voulez-vous que je me présente ? En fait, vous m'appelez dans le cadre... voilà, je vous appelle dans le cadre de l'interview.
Je suis Farid Eliamni, Oui. donc je suis le frère de Wissam Eliamni. Oui. Wissam qui est décédé qui a été tué par des policiers suite à une arrestation policière le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand. D'accord. Mais je suis pas simplement son frère, je suis aussi témoin, un témoin de tout ce qui s'est passé depuis la mort, et puis par la force des choses, parce que les choses ne sont pas automatiques malheureusement. Tout à fait. J'ai pu côtoyer d'autres personnes, d'autres familles, mais aussi d'autres luttes. Et donc je suis aussi ça. Mais à la question qui vous êtes, en fait, c'est pour vous dire la vérité, je suis assez embarrassé par cette question-là. Ok, je suis désolée. Parce qu'en fait, qui je suis, et vous êtes bien placé pour le savoir, la question en fait n'est pas ce que l'on est, mais plutôt qu'est-ce que l'on a vu. Bien sûr. Alors vous êtes bien placé pour savoir que, comme dirait Judith Butler, que la nature vient après la culture, quoi, et qu'en gros, ce qui est important, c'est ce que l'on fait et pas ce que l'on est. Moi, je ne crois pas, quand j'entends des gens dire qu'une personne est bonne ou mauvaise, en fait, pour moi, c'est problématique. Il y a du bon et du mauvais dans chaque personne. En fait, c'est ce que vous faites qui est bon et ou mauvais. C'est ce que vous faites qui vous détermine. Et ce que l'on est, en fait, en fait, la question qui l'on est, on pose la question. Le verbe être est problématique et est tout le temps problématique en fait. Le verbe être n'existe pas. Les choses, on n'est pas petit, on est petit par rapport à un autre. On n'est pas mauvais, on est mauvais par rapport à une situation. Donc en fait, l'être en lui-même n'existe pas. Tout à fait. C'est très philosophique ce que je dis. Non, mais je suis d'accord avec ça en plus. Mais c'est de ma faute, c'est que je veux dire avant que l'interview commence, j'aurais peut-être dû préciser que c'était une présentation simple du genre voilà, je m'appelle comme ça, j'ai tel âge. Mais non, voilà. C'est pas de votre faute, mais j'en profite parce que vous êtes bien placé pour savoir ça. Pour signaler ça, le verbe être est problématique dans la langue française, et puis on est obligé de penser avec un langage. Et ce verbe-là enferme, en fait, qui absolument. vous êtes. Et en fait, non, on n'est pas petit. C'est comme Gulliver, il est petit dans une situation, il est grand dans une situation. En fait, on fait, tout est plus ou moins relatif. Et l'être en lui-même n'existe pas. C'est-à-dire, les gens ne sont pas, en fait. C'est la situation qui fait. Bref, j'en ai profité pour dire ça. Mais ça, c'est des choses qu'on comprend aussi dans d'autres luttes. Et les gens souffrent justement de ça. Que si vous êtes, comment dire, je suis quelque chose, en fait, après, vous n'êtes que ça. Et bref. Non, mais absolument. Et d'ailleurs, de toute façon, actuellement, il y a des débats de réforme de la langue française. Et comme vous le dites à juste titre, le verbe être pose cette question que vous avez bien fait de développer, d'ailleurs. En fait, on est relativement, c'est ça que je vais. On est plus ou moins. Tout à fait. On est dans une situation, mais on n'est pas de façon absolue. D'ailleurs, vous savez que moi, quand j'étais parti en Afrique, on me disait le blanc. Dans l'Afrique noire. On me disait le blanc. Ici, on me dit le bronzé. Donc, en fait, je suis quoi? Oui, ça pose la question de l'identité, des origines, d'où je viens, qui je suis en fait, pourquoi je suis comme ça. Enfin, ça pose des tas de questions. Enfin, nos racines font partie de notre identité. Oui, mais moi je crois en identité, en une situation, pas en une identité absolue. Tout à fait. C'est l'anthologie en situation, ça ok, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire je suis petit par rapport à quelqu'un, ok, mais petit tout court, non. Exactement. Ah oui, bon voilà, tout court, non. Bon dans une situation. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs problématique, pourquoi je dis ça? Parce que si on vous dit qu'une personne, c'est ce qu'on dit avec mon frère, on va essayer de voir quelque chose qu'il a mal fait, et après on va dire il est mauvais. Tout à fait. Puis il sera éternellement mauvais. Et l'autre est bon. Il a fait quelque chose de bien, donc il est bon, donc il est éternellement bon. Non, les choses ne sont pas. Alors je dis, et c'est difficile parce que je dis ne sont pas, donc moi-même j'utilise. Donc en fait, on est enfermé. On est vraiment enfermé, quoi. C'est-à-dire que les mots on les utilise par eux-mêmes. Quand je vous dis ça, c'est que je vois ce qui le langage est problématique. Tout à fait. Dans notre situation.
Et je ne peux que confirmer ça. D'ailleurs, Zemmour, quand il parle, quand vous l'entendez, il utilise tout le temps le verbe être. Les réactionnaires utilisent toujours le verbe être. C'est vrai, je n'y avais pas fait attention. Les femmes sont, les arabes sont, les musulmans sont, les trucs sont, la société est, l'école est. Ils utilisent tout le temps le verbe être. Bah, c'est leur stratégie c'est leur stratégie pour essentialiser les choses. Il suffit de dire qu'une chose est comme ça pour créer une essence qui est propre à la chose, alors qu'en fait cette essence elle existe que dans les représentations de cet individu. Mais c'est pas pour ça qu'elle existe dans un absolu. Ça rejoint ce que vous étiez en train de dire il y a 2 minutes, voilà. C'est ça. Tout à fait. Alors il y a le verbe être qui est problématique et il y a le verbe nécessaire. Mais ça je pourrais en parler encore pendant des heures. Quand vous entendez le mot nécessaire, c'est aussi il y a quelque chose qui, le mot nécessaire, tout mal a été justifié par ce mot-là, nécessaire. Voilà. Quand quelqu'un vous parle de nécessaire, en fait, c'est pour dire d'une certaine manière, nous on parle de morale, c'est pour dire il faut aller au-delà de la morale. Quand quelqu'un vous parle de nécessaire. Tout à fait. C'est-à-dire c'est nécessaire, par exemple, d'opprimer les femmes parce que sinon la société part dans tous les sens. Par exemple, moi je suis bien d'être conscient de mes privilèges d'homme me permet de voir ça. Les hommes, c'est ce qu'ils disent. Les hommes, ils disent oui, c'est pas moral, mais c'est nécessaire parce que sinon la société voilà. Et en gros, tout ça fait appel à beaucoup de choses parce que ça fait appel, en fait, à la peur du chaos. C'est par la peur du chaos. Mais de la même manière qu'à un moment donné, on a dit il faut bien qu'il y ait des rois qui soient au-delà de tout ça. Sinon, ça va être le chaos, ça va être l'anarchie. C'est comme ça que ça a été justifié. Et donc, en fait, on essaie de fuir. Mais en fuyant le chaos, la peur, on fuit aussi les possibilités émancipatrices. Tout à fait. Et puis, ça va être l'anarchie, c'est aussi un abus de langage, parce qu'en fait, anarchie n'est pas chaos, anarchie n'est pas désordre. Et l'anarchie, c'est l'absence de domination, oui. Voilà, comme donc, ça que c'est défini. mais les personnes les plus structurées que j'ai jamais rencontrées, en général, c'était plutôt des anarchistes. Donc, voilà, ça va être l'anarchie. Et alors, quelque part, il vaut mieux qu'il y ait une absence de domination. C'est pas pour ça qu'il y aura pas de règles, et ça pourrait très bien fonctionner, en fait. Oui, moi j'ai côtoyé les gens de la ZAD, les apatistes, effectivement. Et dans leur pratique, c'est ce que j'ai pu voir. J'ai pu voir des situations où c'était pas à un moment donné, il fallait décider, par exemple, à quel endroit on allait faire un événement. Et automatiquement, nous, on s'est dit, on va voter et la majorité, donc la dictature de la majorité l'emportera. Et il y avait des apatistes qui disaient non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'argument le plus fort et ça doit pas être le plus fort qui l'emporte. Tout à fait. Et donc, la conclusion a été, on va tester une autre salle qu'on connaît pas. Et puis, à partir de là, on fera un retour d'expérience. Et la prochaine fois, on dira, on a eu ce positif là, ce négatif là, et on va faire. Mais ça, c'est l'argument le plus fort plutôt que le plus fort. C'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié. C'est vrai. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser d'autres questions ? Oui. Il n'y a pas de souci. Hein. Et il ne faut pas le prendre comme une critique. Hein. C'est juste que je voulais en profiter. Moi, j'essaie à travers mes interviews, j'essaie de faire passer des messages. C'est juste ça. Mais il ne faut pas le prendre. Je vous remercie d'ailleurs. Je vous en prie. Tout à l'heure, en début d'interview, vous parliez de qui vous étiez, mais de surtout ce que vous avez fait, en étant, vous avez une place de frère et une place de témoin. Et le collectif du coup Justice Vérité pour Wissam, est-ce qu'il s'est créé spontanément après cette affaire? Ou est-ce qu'il s'est créé plutôt au travers des rencontres d'autres personnes qui ont eu des vécus similaires avec des membres de leur famille qui ont pu subir des violences policières menant ou pas à une issue fatale? Bon, historiquement, c'est pas nous c'est pas la famille qui l'avions créé.
Nous, au début, on était dans une logique faire confiance à la justice. Ok. On les connaissait pas, et donc c'était plutôt des personnes qui l'ont créé. Et on a simplement dit qu'il fallait tenir compte de notre parole. Et simplement, en fait, on l'a repris en main quand, en fait, on a constaté que notre parole n'était pas entendue. En fait, qu'on n'avait pas, comment dire, elle était et qu'il y avait clairement un manque de transparence. Donc voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça. Et puis on s'est levé dans la situation. Et effectivement, nous, c'est souvent des proches qui sont au front dans les comités et dans les collectifs, parce qu'en fait, souvent dans nos affaires, les enquêteurs qui sont des experts corrompus, ou bien la police des polices qui donne des éléments à celle qu'on appelle justice, ils leur fournissent des excuses. Ils leur fournissent des excuses, et les magistrats valident ces excuses-là par parce que c'est une manière en fait de traiter un problème épineux. Et nous, dans notre affaire, ils ont dit que mon frère était mort de drogue, qu'il avait des problèmes cardiaques, qu'en gros qu'il avait appelé les policiers alors que c'est pas sa voix. Que après ils ont dit que c'était oui, mais ça venait de son portable, alors qu'au même moment les policiers antidataient des photos. Voilà, ils ont criminalisé, ils ont fourni des excuses aux magistrats et les magistrats les ont acceptées avec avec soulagement. Et donc dans ces cas-là, ce qui se passe souvent, c'est que après avec le procureur qui va devant la presse pour relayer des mensonges. Donc dans ces cas-là, le peuple fait confiance à tout ça et se dit d'accord, donc c'était quelqu'un qui est mort de drogue, c'était tout ça. Et donc à partir de là, la pression publique diminue, et c'est à ce moment-là qu'ils veulent nous écraser. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est si vous vous engagez sur des combats par rapport à une lutte et tout ça, vous abandonnez. Nous, on l'a vu, on était seuls. À un moment donné, quand ils ont dit qu'il était mort de drogue, tout ça, on était seuls, mais vraiment seuls. Et donc nous, on n'a pas lâché, on a bouclé, on est parti faire des expertises indépendantes, on est parti entendre des témoins, on a fait en fait le travail que les magistrats refusaient de faire, trop satisfaits de donner des excuses à des criminels. Et donc à partir de là, on a pu un petit peu retourner la situation, mais à quel prix ? Un prix humain, un prix financier, un prix à de nombreux prix. Et donc effectivement, là, il y a eu un petit peu l'épreuve du feu. Et cette épreuve du feu-là, pour pouvoir la dépasser, il faut être endurant. Et il faut être aussi, accepter de marcher contre vents et marées. Il faut aussi accepter d'être seul, d'accepter les sarcasmes, de dire les moqueries, les dénigrements, voilà, tout ce que d'une certaine manière, c'est ce que les magistrats font. Ils se moquent de nous. Ils disent on exagère, on a tout ça. Donc il faut accepter tout ça. Et pour accepter tout ça, il faut quand même être être plus qu'un témoin, être engagé, être prêt à mourir pour une cause. Et on décrivait justement l'appareil judiciaire comme quelque chose, il y a eu des falsifications de pièces importantes du dossier. On peut même carrément parler de corporatisme de l'appareil judiciaire. Ils se protègent les uns les autres, en fait. Alors, je vous remercie, parce que souvent les gens parlent de justice. Et donc, comme je dis souvent, c'est parler de justice pour ce qui n'est pas juste, c'est comme dire que l'enfer, c'est le paradis. Tout à fait. Là, on parlait de langage. On est dans un truc aliénant, là. On est vraiment dans une grosse aliénation, où des experts ne sont pas experts, où ceux qui disent justice, en fait, ne sont pas justes. Mais le problème n'est pas simplement, en fait, l'appareil judiciaire. Le problème, c'est que
cet appareil judiciaire-là, en fait, juge à partir d'éléments que la police et les experts corrompus donnent. Mais on pourrait dépasser tout ça. On pourrait faire en sorte, par exemple, que des expertises, que quelqu'un qui fait une expertise en cardiologie, que ce soit validé par un chef de cardiologie. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Quelqu'un fait un rapport, et ça va directement à un magistrat qui reprend texto les conclusions, sans critique, sans rien. Ce qui fait qu'en fait, l'expert en face, il sait qu'il parle. C'est comme si moi je faisais un rapport d'expertise en mécanique quantique et je parlais à un littéraire. L'autre, il va prendre que les conclusions. C'est pas normal. Il y a des dysfonctionnements qui pourraient être dépassés par des mesures systémiques. Et donc, en fait, il y a un dysfonctionnement à plein d'endroits. Et ce dysfonctionnement-là, il est connu. Par exemple, ils reconnaissent qu'il y a des fausses expertises, mais il n'y a pas de mesures qui sont prises. De la même manière pour les preuves. Les témoins dans une affaire criminelle, un magistrat doit entendre tous les témoins. Quand il veut se donner les moyens sur les affaires Sarkozy, par exemple, Sarkozy ne voulait pas témoigner. Le magistrat a dit « je vais t'entendre ». Et il a entendu. Nous, dans notre affaire, il y a 3 témoins d'une scène de crime. Les magistrats se trouvent des excuses pour ne pas les entendre. Oui, ça Est-ce que c'est normal qu'il y a 3 témoins, au moins qui vérifient? Ils veulent se moquer de nous. Ils veulent nous mépriser. Ok, il n'y a pas de souci, nous on joue carte sur table. Entendez les témoins et après vous pourrez dire qu'on dit n'importe quoi. Mais ils ne veulent pas les entendre. Parce qu'ils savent qu'on ne dit pas n'importe quoi. Oui, et ça les embêterait d'admettre. C'est-à-dire que la vérité, ils la connaissent. C'est ça qui est dingue. Tout à fait. C'est qu'en fait, ceux qui sont censés révéler cette vérité-là connaissent la vérité, mais ne veulent pas la dévoiler. Parce que ce n'est pas acceptable d'une certaine manière, que des policiers tuent et que ce soit une famille qui se batte pour faire la vérité. Ça, ils veulent pas. Ils veulent mettre des gens dans des haies. C'est pas la bonne case. Nous ne sommes pas dans la bonne case pour eux. Nous sommes, d'une certaine manière, on trouble, alors je vais pas dire on trouble le genre, on trouble l'être. C'est ça. En fait, mais de toute façon, le genre, la race, tout ça, en fait, c'est la même structure, quoi. On est dans un truc où ça bug. Leur système bug. Alors, il y a 2 possibilités quand ça bug. Soit on fait semblant de pas voir, on dit que c'est minoritaire et on voit pas. Soit on se dit que, c'est comme dans une relation où il y a un adultère, se dire c'est la partie visible de l'iceberg. Que derrière tout ça, il y a beaucoup de choses qui s'agglomèrent. Pour tuer une personne devant des témoins avec d'autres, en fait, là, il y a une volonté. Et la question qu'on l'en pose, c'est pourquoi il y a cette volonté-là. Pourquoi il y a cette volonté-là. Et là, ça remet en cause beaucoup de choses. Donc en fait, si c'était autant minoritaire que ça, ils pourraient faire la vérité et la justice, et puis on n'entendrait plus parler. Mais c'est pas aussi minoritaire que ça. La preuve en est, c'est que c'est pas traité. Quand quelque chose n'est pas traité, c'est que c'est pas minoritaire. Et que ça pose question, ça pose des problèmes. Alors, eux, ils sont dans un déni. Ils ont les moyens d'être dans un déni. Et c'était certainement pas la première fois qu'ils étaient dans un déni. Nous sommes pas dans un déni. Nous sommes droits dans nos bottes. On parle de principe, on parle de réalité. C'est eux qui sont dans un idéal. Leur idéal ne coïncide pas avec la réalité. Exact. Et donc nous, on se battra pour ça, mais de toute façon, de la même manière qu'il y a des gens qui se battaient pour dire que c'est le soleil qui tournait autour de la Terre et qu'ils avaient les moyens, tôt ou tard, en fait, faudra bien faire face à la réalité. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils ont les moyens, et c'est vrai qu'ils ont les moyens, parce qu'il y a que c'est dingue, hein. C'est la police qui va chercher des preuves et des témoins qui les donnent à des magistrats. C'est un truc de dingue, en fait, hein. Dans une, comme vous l'avez dit, dans un truc ultra corporatiste. On n'est pas dans l'indépendance des pouvoirs, là. Absolument. Là, on est dans un truc où c'est les gens qui tuent, qui donnent des médailles, qui choisissent quel élément donner pour être jugé. Alors ils vont vous dire oui, mais d'autres corporations se jugent. Ouais, il n'y a pas de souci. Moi, que les policiers se jugent à partir des éléments qu'on a recueillis, mais le problème là, c'est que ils font en sorte de pas prendre les preuves, et donc ils jugent à partir de ce qui leur reste, en fait. Et donc, parce que leur priorité, c'est de protéger leurs collègues avant même de faire la lumière sur une affaire. Et ça, c'est pas normal. Et ça, dans c'est une pas société, normal, ça, c'est pas normal, parce que vous savez, à un moment donné, la République
la République dans les quand vous êtes dans l'État, quand vous êtes dans une fonction coercitive, vous ne pouvez pas avoir d'intérêt particulier. Vous pouvez avoir des intérêts particuliers quand vous êtes en dehors de l'État, mais quand vous êtes dans l'État, quand vous êtes dans la République, c'est l'intérêt général qui l'emporte. Eux, ils vont avoir un intérêt particulier qui contredit l'intérêt général. Et ça, c'est complètement anti-républicain. Les principes, quand vous relisez tout ce qu'on dit, les révolutionnaires, les républicains, c'est clair, c'est limpide. Il ne peut pas y avoir un intérêt particulier en contradiction avec l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est de faire des choses justes en accord avec des principes. Et les principes de tout temps, c'était « tu ne tueras point ». Tu ne tueras point. Là, ils ont tué, prenez George Floyd, il a été tué pendant son arrestation. Tout à fait. Donc à la limite, c'était l'arrestation. Mon frère, il a été tué une fois menotté dans le dos, entouré de 25 policiers. Donc la nécessité, c'est pas vrai. Ils pouvaient faire autrement. Les policiers n'ont pas la moindre égratignure. Alors ils peuvent vous dire, ils ont voulu aller sur l'aspect corporel, il est mort par lui-même. C'est pas vrai. Ils ont cherché. Ils fouillent avec la notion de possible. Mais là, je pourrais en parler encore pendant 1 heure. C'est qu'aujourd'hui, il leur suffit de dire ce qui est possible, et c'est à nous de détruire c'est-à-dire qu'ils disent pas ce qui est vrai, ils disent ce qui est possible, et c'est à nous de détruire, mais vu que c'est eux qui choisissent leurs preuves, par exemple, ils tapent une personne, ils disent, elle a chuté. Voilà. Et ben, c'est après, à la famille de prouver qu'elle n'a pas chuté. Oui, mais alors c'est eux qui donnent les preuves. Et donc ils disent. En fait, c'est infaisable parce qu'ils font tout pour chercher à demander des preuves que de toute façon ils savent très bien qu'on ne pourra pas fournir. Donc c'est une voie sans issue finalement. Mais ce qu'il y a de alors quand vous dites que c'est impossible, si en fait, parce que en fait, on a appris leur stratégie, parce que nous, on fait d'une certaine manière la même chose. Ils disent qu'ils donnent une version possible. Bah, nous, on dit qu'il y a une autre version possible. Voilà. Et vu que eux, ils ont une mentalité suprémaciste, là, vous l'avez vu. Vous l'avez vu avec Macron, 90% de personnes vaccinées, l'un des plus gros taux de vaccination du monde. Mais il veut que les 10% autres se mettent à genoux. Ils veulent les, ils veulent, mais ça c'est la mentalité des suprémacistes. La mentalité des suprémacistes, ils n'acceptent pas le petit truc qui va passer. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils disent que mon frère soit mort de drogue, que l'ensemble des fractures étaient anciennes. Vous imaginez que les marcoquos étaient tout ça. Ils n'acceptent pas que quelque chose leur résiste. Sauf que de tout temps, cette mentalité suprémaciste est là à créer, c'est le phénomène de dialectique, à créer des résistances. Les gens ne se laissent pas. Parce que les gens ne se laissent pas dominer quand c'est pas justifié. Tout à fait. Une autorité qui n'est pas justifiée, ils ne se laissent pas. C'est pas pour rien que de tout temps, à la colonisation, les gens se sont révoltés. C'est pas pour rien. Il suffisait juste de leur donner quelques droits. Ils n'ont pas voulu leur donner quelques droits, donc ils ont tout perdu. C'est ce qui se passe tout le temps. C'est la domination, la mentalité suprémaciste, mais aussi dans le genre ou dans tout, créer d'une certaine manière ce qui va provoquer sa chute. Parce que la nature n'est pas faite comme ça. Tout change dans la nature. Il n'y a pas de domination absolue. Et puis rien n'est figé. C'est ça. Rien n'est figé. Quelqu'un qui, vous voyez, les pharaons, c'était des dieux, c'était même pas des rois. Et ils sont où maintenant? Les empereurs, c'était des... Pareil, ils sont où maintenant? C'est pour ça que notre combat, à titre individuel, il va peut-être être perdu. Mais notre combat de façon collective, il est gagnable à une seule condition, de ne jamais abandonner. Celui qui est dans la vérité et qui n'abandonne jamais n'a rien à craindre. Rien. C'est un combat qui est gagné d'avance. De sons et d'images qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages escaliers, que gentiment on nous héberge, mais qu'on a fait de nos paliers de vrais coups de gorge. Tu es sur tes gardes chaque fois que t'abordes ceux que l'on désigne quand le débat déborde, comme des hordes de barbares en affront ou à barbe, que tu flippes de croiser le soir quand tu t'attardes
Et c'est par les urnes que tu informes que ça manque de burnes chez les uniformes, et que le vice germe dans nos épidermes, et que c'est le tapage nocturne quand les gens dorment. Tu brailles, tu clames qu'on y mette un terme, tu réclames que ceux qui te gouvernent deviennent plus fermes, que si tous boxons sous ton balcon s'acharne, c'est sûr tu feras un carton avec ton art. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils sont nos... Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils sont nos ennemis. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Police, justice, racisme. Gueule féroce, coupe à la brosse, main sur la crosse, tu verbalises des gosses, tu terrorises des vieux, tu utilises la force, brassard de police et drapeau sur le torse, tu fracasses des faces en légitime défense, et rappelle qu'ici quand même on est en France, et que toi tu bosses et fais des sacrifices, c'est pas pour l'avoir dans l'os ou l'orifice. Donc vos papiers s'il vous plaît messieurs, ôtez les mains de vos poches et puis baissez les yeux, et que personne ne bronche, tout ira pour le mieux, c'est bon, remballez vos tronches et quittez les lieux. Déjà un an de service et à ton palmarès, des sales manouches, des sales bicots et négresses, les collègues t'applaudissent et une juge te caresse, et pour fêter ça tu tires en état d'ivresse. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils sont nos... Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils sont nos ennemis. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Police, justice, racisme. Puisque l'opinion publique demande que s'arrête le trafic et la contrebande, beaucoup plus de flics, de prison et d'amende. Selon le dernier sondage de ta commande, tu scandes, tu gueules, tu fais de grandes tirades sur la menace de ces gangs et puis du djihad. Parle d'escalade, de violence et de balade avec brigades et télé sur nos esplanades. Promets aux Français malades ton aide, leur dis que la meilleure méthode c'est la plus raide, afin de terminer pour une fois dans des coudres avec ces voyous qui te vendent flingues et poudre. Donc ils viennent sur les listes électorales et tu rétabliras l'ordre et puis la morale. Une politique virile car l'immigré s'impose, voilà ce que ton programme présidentiel propose. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils sont nos... Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils sont nos ennemis. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Police, justice, racisme. On vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde. Alors, en 2020, il y a un journaliste qui s'appelle Valentin Gendreau, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a fait une infiltration de la police, je crois que c'était en région parisienne, et ça s'est fait sur 2 ans. Il en a fait un bouquin par la suite. Alors évidemment, ça s'est pas passé à Clermont-Ferrand ni rien, mais est-ce que vous pensez que cette stratégie peut faire sauter des verrous justement sur cette espèce d'impunité du corps policier qui demeure, ou est-ce que ce qu'il a fait ça reste un coup d'épée dans l'eau et que quoi qu'on fasse il y aura toujours cette espèce de monolithe indéboulonnable du corps policier? Alors oui, effectivement, je me souviens c'était dans le commissariat, je crois, du 19e. Tout à fait. C'était un policier, effectivement, qui était un journaliste et puis qui a pu voir des choses assez extraordinaires. Je connais des gens qui se sont fait tabasser dans ce commissariat-là. D'accord. Je connais des gens personnellement qui ont été mis en Jésus, se faisaient tabasser.
Et voilà, il y a des histoires de dingue là-dessus. Bon, alors la question que vous posez, c'est en termes d'efficacité. Alors ça, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, hein, nos détracteurs. Ils réfléchissent en termes d'efficacité en se disant, est-ce que c'est efficace ce qu'ils font? Est-ce que c'est efficace de maltraiter les gens? Est-ce que c'est efficace tout ça? Est-ce que... Bon, en fait, cette question-là, l'efficacité, l'utilité, la nécessité, c'est dans comment dire, c'est la manière de penser de nos détracteurs. Voilà. Okay. Et en fait, c'est si il faut pas penser, eux ils pensent en termes de gagnant. C'est-à-dire en gagnant, perdant. Donc si nous on pense en termes de gagnant, en fait on est perdant. D'accord. C'est-à-dire que il faut pas qu'on pense, en fait on peut pas gagner une lutte en cherchant, en se disant qu'on va gagner quelque chose. Il faut faire en sorte en pensant qu'on va dévoiler une vérité, de troubler leur logique. Et comment troubler leur logique? Faire en sorte qu'en fait, que s'ils veulent pas d'une société gagnant-gagnant, ce sera perdant-perdant. De tout le temps, les dominations, c'est comme ça qu'elles s'arrêtent. Vous prenez par exemple le droit de vote et tout ça, ils n'ont pas donné quelqu'un disait aucun droit n'a été donné en faisant appel au sens moral. C'est pas vrai. Parce que celui qui domine, pour lui, c'est son privilège est un droit. Donc en fait, efficacité, nous on doit pas penser en termes de se dire est-ce que c'est efficace globalement, mais plutôt de se dire qu'est-ce qui rend leur logique inefficace. Et donc en fait, c'est on ne sait pas, la question qui est efficace, c'est qu'on ne sait pas les conséquences de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'il est possible que ce que l'on fasse ait des conséquences sur le long terme, sur le court terme, sur tout ça. Donc mais ce qui est certain, c'est rendre leur stratégie inefficace. C'est ça. Et leur stratégie inefficace, au bout d'un certain temps, quand les gens, là vous l'avez vu en Afghanistan, vous l'avez vu au Vietnam, à partir du moment où c'est perdant-perdant, les gens se disent qu'il faut qu'ils changent de stratégie pour que ce soit gagnant-gagnant. Et donc en fait, c'est ça que est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est bien ce qu'ils ont fait dans la stratégie de perdant-perdant? Moi, j'ai envie de dire, en fait, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on... Il y a des chars, il y a des avions, il faut de tout. Là, on est dans un combat, on est dans une guerre, et dans une guerre, il n'y a pas de petits soldats, en fait. C'est comme un océan, il n'y a pas de gouttes d'eau, de petites gouttes d'eau. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, il faut s'attaquer à leur légitimité. De la même manière que les rois, à un moment donné, étaient légitimes. Que même les révolutionnaires n'étaient pas contre la monarchie, tout ça, ils étaient légitimes. Donc là, s'attaquer à cette question-là, à leur image, parce que pour eux, c'est important leur image. Si c'est important leur image, il faut s'attaquer à leur image. Voilà, perdant-perdant. Et du coup, au lieu de réfléchir en termes de gagnant-gagnant ou gagnant-perdant, c'est vrai que c'est un biais cognitif dans lequel, même moi, je tombe la tête la première. Penser en termes de, on va dévoiler la vérité, ça on le voit jamais. Puisqu'on on le voit jamais, on va montrer comment c'est en réalité. C'est peut-être une manière de faire plus, non, je veux pas encore dire efficace, mais qui en fait, va efficace, c'est comme l'être en fait. C'est par rapport à une situation, oui. Oui, c'est efficace en soi, c'est pas bien. Il faut que nos combats soient efficaces. Il faut que nos combats soient désirables. Il faut que nos combats apportent quelque chose. Mais on ne sait pas forcément, en fait. On ne sait pas forcément. C'est comme Nuit debout. On ne sait pas ce que ça a semé. On ne sait pas. On ne sait pas si les Lumières, ils savaient pas que ce qu'ils allaient faire, peut-être que ça allait provoquer la Révolution française. On ne sait pas. Parce que les hommes sont quand même libres de choisir, d'accepter tout ça. Il y a des choses qui dépendent pas de nous. Mais l'important, c'est de faire ce qui dépend de nous. Et de faire au maximum ce qui dépend de nous. C'est ça qui est important. Dans la vie, il y a des choses qui dépendent de nous. Lui, ce journaliste-là, a fait ce qui dépendait de lui. C'est bien. D'autres, ça peut être juste un j'aime sur une publication. Ça peut être juste de dire non. Dire un seul non. Et Rosa Parks, elle a dit non. C'est vrai. Alors, ça peut être juste pour moi, c'est ça. C'est pas participer à ce flux, en fait. Pas participer à ce flux aliénant qui nous opprime, en fait. Parce qu'en gros, les gens souvent nous disent, là j'ai vu par rapport aux 10 ans, ils ont dit c'est 10 ans très difficiles pour la famille. Mais non,
En fait, c'est pas un compliment que vous nous faites en disant ça. Ça veut dire, c'est disant très dur pour ceux qui croient en des principes. Là, vous nous aidez. Mais pour la famille, non. C'est pas pour la famille. C'est pas pour nous. Si c'est que pour nous, non, c'est pour tout le monde. Parce qu'une société ne peut pas être autrement qu'être tu ne tueras point. Voilà. C'est pour qu'il y ait à nous, pour qu'il y ait une confiance, une fraternité, il y a des principes qu'on ne peut pas dépasser. Qu'on ne peut pas se dire c'est pas grave. Si, c'est grave. Et il n'y a pas plus grave. C'est grave et il n'y a pas plus grave que de tuer un homme. Si tuer un homme et faire croire que ce n'est pas un crime. Donc, vous avez sorti un livre qui s'appelle Wissam Vérité. Comment s'est faite l'écriture en fait? Est-ce que à un moment donné vous avez commencé à écrire et vous êtes dit tiens je vais en faire un bouquin, ou est-ce que j'en sais rien, hein, peut-être que vous avez écrit comme un exutoire et que finalement à force d'écrire des pages et des pages et des pages vous vous êtes dit que vous ferez un livre. Enfin, comment s'est fait le processus en fait? Alors en fait j'ai côtoyé des gens qui avaient écrit des livres, donc je me suis dit à un moment donné et pourquoi pas moi. Et là, je me suis posé une question. Parce qu'au bout de 10 ans, en fait, on balaye des choses. Hein. Vous voyez, là, depuis que je parle, j'ai balayé beaucoup de choses. Tout à fait. Mais je me suis dit, par contre, ce qui est difficile, c'est que quand je côtoie des familles, et que aujourd'hui, je côtoie beaucoup de personnes, hein, beaucoup de familles qui me demandent des conseils, c'est difficile de leur dire tout de suite un conseil. Parce qu'il faut passer par un chemin pour comprendre certaines choses. Il y a des choses qui ne se comprennent pas autrement que par le chemin par lequel on passe. Par exemple, je sais pas, manger une fraise, on peut vous le décrire, mais si vous n'avez jamais mangé une fraise, vous saurez jamais le goût de la fraise. Il y a des choses qui ne se comprennent que par un petit peu l'expérience. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ouais, mais comment donner cette expérience-là? Et puis, je me suis aperçu que j'avais écrit pas mal de choses. Parfois, quand je fais des présentations, j'écris des choses un petit peu pour structurer ma pensée, pour savoir où je vais aller, et puis parce que ça me fait du bien aussi, et parce que j'ai besoin. Donc, je me suis aperçu que j'avais pas mal de textes. Et je me suis dit aussi, c'est pas mal ces textes-là. Par contre, il manque quelque chose dans tous ces textes-là. C'est si tu fais, ce qu'il faudrait, c'est de se dire, si tu reviens dans le passé et tu retrouves le Farid que tu avais vu il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Et donc j'ai repris un ensemble de textes qui se terminent par d'autres. J'ai repris un ensemble de textes sans savoir que j'allais écrire un livre. Et puis j'ai rajouté des textes en disant, voilà, si tu revas dans le passé, retour vers le futur ou tout ça, et que tu croises Farid, qu'est-ce que tu peux lui dire pour le convaincre de certaines choses? Parce que Farid, il y a 10 ans, était têtu, comme peut-être Farid aujourd'hui. Et il suffit pas de lui dire une chose pour qu'il puisse penser quelque chose, non. Donc il faut un petit peu le convaincre avec certains éléments, et donc je me suis dit, je vais retourner dans le passé et je vais lui dire ça. Notamment dans le dernier texte, je lui dis de lire et de regarder certaines choses. Notamment par exemple un film qui m'a marqué, Punishment Park, où c'était en fait des militants qui sont condamnés par la justice, et ils ont deux possibilités, soit la prison à vie, soit aller dans un camp, et s'ils survivent à ce camp-là, ils sont libres. Sauf que c'est un camp en fait où il y a des militaires et des policiers qui ont le droit de les tuer. Donc s'ils vont jusqu'à un endroit et touchent le drapeau, ils sont libres. Et dans ce film-là, je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, même ceux qui arrivent au drapeau se font tuer. Et ça, c'est ma vie depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous suivez les règles, même en suivant les règles, vous ne pouvez pas gagner dans leur système. Parce que le système est fait que si tu perds, on te dira c'est ta faute. Mais si tu peux réussir, ils violeront les règles. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, en regardant ce film-là, en fait, ça m'a mis une claque. Et il y a des choses comme ça, des situations qui mettent des claques.
Et on peut pas aller dire, si je dis à quelqu'un, ouais, bah, les règles, si tu les respectes, tout ça, il va dire non. Il faut l'avoir vécu. Et par exemple, les films, c'est un exemple. Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'expériences que j'ai pu vivre et qui m'ont permis de comprendre certaines choses. Et c'est le livre est plus, je pense, mon objectif est aussi de faire en sorte, en fait, de le donner à une famille qui vient de perdre un proche, de dire, voilà le chemin d'une personne qui pendant 10 ans, voici ce qu'elle a vécu. Il y a des textes, mes premiers textes, c'était il y a de bons et de mauvais policiers, qu'il faut pas tous les mettre dans la même place, fais confiance à la justice, la République. Et les premiers textes, c'est ça, je suis assez transparent, moi je me cache pas. Je me cache pas du tout. Je joue carte sur table. Mais donc je mets tout là-dessus. C'est-à-dire que s'il y en a qui pensent ça, ben voilà, qui vous arrive. On va vous prendre pour des cons. Alors peut-être qu'on vous prendra pas directement pour des cons, mais ça a été mon cas. Dans mon cas, ça a été comme ça. Ah bon, ils sont gentils. Ah bon, ils croient en ce système-là. Ben on va leur faire à l'envers. Et on va faire durer les choses parce qu'avec des gens qui sont pacifiques, on fait durer les choses. Comme dans la loi travail, ils sont pacifiques, tournez en rond, mais la loi passera quand même. C'est ce qu'avait dit Valls. La loi passera quand même. Vous avez le droit de manifester, mais la loi passera quand même. C'est-à-dire vous pouvez demander la justice, mais vous ne l'aurez jamais. Et si vous ne l'avez pas, la justice a été rendue. Une affaire est en cours. Un système complètement, quand vous le voyez, quand vous le côtoyez, ils vous disent après la haine, c'est la haine de l'injustice, vraiment. Oui, j'ai la haine de l'injustice. Comme je disais, l'être est relatif, la haine, elle est aussi relative à une situation. Tout à fait. Et la haine de l'injustice, c'est juste. C'est aussi l'amour de la justice. Mais la vraie justice, la vraie, celle qui fait qu'un toit repose sur des piliers. Pourquoi ? Parce que les piliers s'alignent avec des principes. Ça, c'est la vraie justice. Le monde est juste, il est droit. Si vous écartez des principes, le toit s'effondre. Est-ce que vous recommanderiez ce film que vous avez cité à tout votre entourage et puis même même aux personnes qui sont en train de nous écouter ? Oui, Punishment Park, oui, c'était. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres choses comme ça où j'ai pu apprendre des situations. Oui, Après, il y a. Vous savez, c'est comme les œuvres d'art. C'est comme une chanson. Il y a des chansons qui vous touchent vous, mais qui touchent pas d'autres. Moi, je sais que ça m'a parlé. Parce qu'en fait, on a espoir que la personne réussisse en jouant le jeu. Et pour des personnes suprémacistes, c'est pas possible. On ne peut pas gagner avec ce système-là. On ne doit pas gagner. On ne peut pas et on ne doit pas. Donc, mais après, ça c'est parce que moi, ça m'a parlé. Et quelqu'un qui ne croit pas en ce système-là, ça lui sera inutile, peut-être. Mais il y a des exemples, il y a d'autres choses qui m'ont permis de comprendre. Et sinon, en juin 2021, il y a un fabricant de chaussures qui s'appelle Christian Louboutin qui s'est associé avec, entre autres, plusieurs personnes, dont Assa Traoré. Et oui. Dans les milieux militants, il y a eu une espèce de polémique. J'ai pas l'habitude de donner mon avis en interview, mais une polémique que j'ai trouvée assez inutile, puisqu'il y a des tas de personnes qui lui sont tombées dessus en criant à la traîtrise, en disant oui, apôtre du capitalisme, etc., etc. Alors que voilà, d'autres personnes ont dit bah non. C'est des personnes qui ont fait ce qu'elles ont pu avec ce qu'elles avaient. L'espace politique, pour visibiliser une cause, on le prend là où on peut le prendre. Christian Louboutin, lui, a plutôt reçu des compliments. Et du coup, je vous parle de ça pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette affaire. Voilà. Bon. Alors là, je l'ai pas fait sur une radio, donc mon avis, il va être public et moi, c'est simplement dans le combat que mène Assa Traoré, c'est une alliée. Donc après, dans des alliés, il y a les combats. On peut pas être, on peut être d'accord ou pas d'accord sur certaines choses, mais je ne peux pas, dans le combat que je mène aujourd'hui,
critiquer une alliée de façon publique. Et c'est Donc, tout à votre honneur. En dehors de la radio, je pourrais vous donner mon avis personnel. J'en ai un, mais publiquement, je ne peux pas me le permettre. Ok. Et je parce que respecte moi-même, votre je suis dans une situation qui ne me le permet pas. Après, il y a juste une chose peut-être que je voudrais dire. C'est j'ai vu une vidéo de Mandela qui, à un moment donné, après la fin de l'apartheid, en fait, il est interrogé par un journaliste américain qui lui dit que beaucoup de défenseurs des droits de l'homme ont soutenu en fait le combat contre l'apartheid et ont été déçus par la position de Mandela, de soutenir Kadhafi, de soutenir alors il y avait qui, Arafat, tout ça. Et Mandela avait fait une remarque très ça c'est dans toute lutte, c'est comme ça. Là je regardais un film de Far Cry par exemple où il se pose un jeu vidéo de Far Cry où il se pose également cette question-là, où des révolutionnaires se disent est-ce qu'ils doivent accepter les armes données par la CIA ou des trucs comme ça. Ça c'est dans toute lutte, et c'est une lutte, elle est vivante quand elle a des contradictions. La nature, quand tout ce qui a de contradictions, faut pas croire que c'est vivant. C'est quand il y a plus de contradictions qu'on est mort. Donc c'est bien qu'il y ait ce genre de questions, qu'il y ait ce genre de trucs. Et Mandela, ce qu'il avait dit, son avis était très intéressant. Il avait dit une chose, il avait fait une remarque. Il avait dit que les Occidentaux font souvent l'erreur de croire que leurs ennemis doivent être nos ennemis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il avait fait cette remarque-là. Il avait dit, dans mon combat à moi, je vois ceux qui sont alliés avec moi. Et il dit, Kadhafi, Arafat, étaient alliés dans la lutte contre. Donc, il pouvait pas se permettre de les rejeter. Non pas. Et Mandela, il était loin d'être con, il savait certaines choses, mais il disait dans son combat, il pouvait pas se permettre. C'est-à-dire c'est comme un joueur quand il est sur le terrain, il peut ne pas aimer quelqu'un, mais il est là en tant que dans une équipe et il doit gagner le match. Et il y a certaines personnes qui oublient cet aspect-là. Et souvent, les personnes qui oublient sont parce qu'ils sont dans des luttes et ils veulent que les gens se positionnent conformément à eux sur toute chose qui est parfois, qui peut se comprendre. Mais il y a certaines personnes qui oublient qu'à un moment donné, c'est pas, tout à l'heure, vous parliez d'anarchistes. Les anarchistes se sont fait, parfois exterminer pourquoi? Parce qu'ils voulaient pas créer d'alliés. À un moment donné, il faut savoir aussi gagner des batailles. Il faut savoir, et il y a des contradictions, oui. Il y a des contradictions. Bon, j'ai pas. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un aspect que les gens oublient. Voilà, c'est ça, cet aspect-là. C'est qu'il faut à un moment donné. Alors, la question, c'est est-ce que, malgré tout ça, est-ce que c'est un bon choix ou un mauvais choix? Je ne vais pas juger tout ça. Voilà, moi est-ce que j'aurais fait pareil? J'ai pas trop envie de répondre à cette question-là parce que j'ai pas envie de critiquer, comme je vous dis, de façon publique. Mais j'aimerais bien aussi que les gens se rendent compte que, voilà, comme avait fait Mandela, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ceux qui vous disent ça sert à rien de chercher à réformer la police parce qu'elle sera toujours violente. J'ai envie de leur dire, mais si tu peux éviter qu'il y ait des crimes, si tu peux éviter que c'est quand même bien. Genre, voilà, c'est dans le livre, à un moment donné, je parle de ça, la différence entre les révolutionnaires et les réformistes. Et il y a des gens qui, voilà, pour eux, c'est, je sais pas, j'ai peut-être pas, j'arrive pas bien à trouver les mots, mais il y a un positionnement global à avoir sur toute chose, quoi. Peut-être que le révolutionnaire des fois ne réalise pas toujours que le rapport de force il peut être à long terme épuisant pour certaines personnes, même s'il l'est pas pour d'autres, et que réformer, du coup, ça implique un rapport de force qui est moindre par rapport à une pratique révolutionnaire. Ouais. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais en fait,
voilà. Je sais pas si je réponds totalement à votre question, mais je ne veux pas, voilà, critiquer publiquement. Eh ben, c'est tout à votre honneur en tout cas. Et puis, si vous aviez un dernier message à faire passer, quel serait-il? Je vous remercie en tout cas de m'avoir donné la parole. Moi, pendant tous ces combats-là, vous savez, on se transforme aussi à travers les luttes. J'ai pu lire, côtoyer et je me suis aussi un petit peu transformé. Et surtout, voilà, je me souviens, j'ai lu des livres, par exemple, sur le féminisme. Je me disais, il y a des choses qui m'ont parlé sensiblement. Pas forcément d'un point de vue, mais vraiment sensiblement. Voilà, c'est un étonnement que je pouvais vous faire. En fait, qu'on combat pour la dignité. En fait, on fait scintiller la dignité universelle. C'est-à-dire que s'il y a un combat pour la dignité d'une personne, en fait, c'est nous-mêmes, même si qu'on scintille. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est. Désolé de pas avoir été trop clair. Non, d'avoir parfois bafouillé. C'est très bien expliqué, bien au contraire. En tout cas, mille merci d'avoir accepté de nous parler, de nous répondre. Et puis, déjà une bonne journée pour aujourd'hui. Et puis, bonne lutte et bon courage pour la suite. Plein de bonnes choses. Merci. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bouge ton genre, militant, excellent. Sur Radio Campus 93.3. Voilà, merci d'être resté en présence de Bouge ton genre sur Radio Campus 93.3 pendant cette bonne heure que nous avons passée ensemble. Des mots très importants qui viennent donc de Farid, des mots tellement importants que nous devions de faire cet espace de parole à l'antenne, à la radio, pour que ça reste dans nos mémoires et qu'on n'oublie vraiment jamais ce qui s'est passé. Voilà, donc, voici le moment de nous quitter. Avant qu'on se revoie donc le mois prochain, je vais dire bonsoir à ma collègue Johanna. Bonsoir Beryl, bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir Johanna, merci de bien avoir voulu m'accompagner pendant cette émission, comme à chaque émission. Et puis donc nous nous retrouvons dans un mois, tous les 3e mardis du mois à 18h sur Radio Campus. C'est Bouge ton genre. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbouzes, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des milliers
my shades off. I was like, what for? Rich boy, got accounts off. Sure, everybody come in.